quelqu'un doit dire stop au président de la République sur ses abus de pouvoir. Nous, à l'Assemblée nationale, nous faisons notre travail pour faire valoir nos prérogatives institutionnelles. Je remarque que la France, aujourd'hui, a un équilibre des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif qui est plus intéressant que la mandature antérieure, mais au bout du bout, on touche au dur, c'est-à-dire on touche à la question du rôle du président de la République. Et moi, je le dis tout net, ce déséquilibre institutionnel commande que nous nous posions désormais la question de savoir en France, enfin, faut-il encore un président de la République ? Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Laurent Sénéchal, bonjour Néla Latrousse. Le ministre du Budget, Gabriel Attal, ne veut pas se résoudre, dit-il ce matin, à l'utilisation du 49.3 pour faire passer le budget 2023. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ah ben disons que les Français détestent le 49.3. Ça fait, vous savez, on est dans un des seuls pays du monde où dans les manifestations on parle des articles de la Constitution pour les critiquer et les déplorer. Non, l'utilisation du 49.3 qui est une des figures les plus vraiment détestables et autoritaires de la Constitution de la Ve République, c'est pas la seule. Qui fait passer, qui permet, je précise juste, oui, de faire passer des textes sans avoir la majorité au Parlement, en mettant dans la balance la confiance du gouvernement. Tout à fait. Mais le fait même qu'ils en parlent de toute façon, c'est qu'ils essayent de préparer un peu les esprits et c'est un signe de, on va dire, de faiblesse et de déséquilibre au cœur des institutions. Et pourtant, vous irez discuter, en tout cas, pourquoi pas, dit Éric Coquerel, président de la Commission des Finances à l'Assemblée, qui est membre de votre groupe, de la France Insoumise. Alors, justement, ce qui est drôle, c'est que cette fois, dans cette mandature, l'Assemblée nationale est plus représentative que jamais. Hein, et c'est bien important que l'exécutif se mette ça dans la tête. Nous sommes, dans la variété de nos représentations politiques, plus représentatifs que la France est mieux visible dans l'Assemblée nationale que dans l'exécutif. Et quelles conséquences ça doit avoir ? Vous dites, dans le budget, vous devez prendre nos mesures. Alors, ça en a une très importante, par exemple, c'est que le président de la Commission des Finances est à la NUPES et c'est un insoumis, en la personne d'Éric Coquerel. Donc, par nature, de toute façon, fonctionnellement, institutionnellement, il n'y a pas de choix que d'en passer par un dialogue, par une délibération qui inclut la France Insoumise et la NUPES. Et nous serons au rendez-vous, comme nous l'avons été d'ailleurs cet été. Vous avez pu voir qu'on a été extrêmement présents, les 150 députés de la NUPES. On a d'ailleurs, sur certains points, fait voter des amendements, fait voter des articles. On a créé... tout le monde a vu que la majorité présidentielle n'existe plus. Il n'y a plus qu'une minorité présidentielle. Et donc, parfois, dans les votes, on le voit. Il y a pas de majorité absolue. C'est marrant, ça. Vous y tenez à votre histoire de majorité relative. C'est simplement pour dire que ce sont eux qui ont le contraire de majorité, c'est pas majorité relative. Le contraire de majorité, c'est minorité. Mais pourquoi vous ne l'intégrez pas dans le vocabulaire médiatique ? C'est la minorité présidentielle. C'est de fait une majorité relative. Non, mais c'est quand même plus, à mon avis, plus. Minorité, ça sous-entend, disons, Raquel Garrido, si je puis me permettre d'expliquer, que toutes les oppositions seraient totalement unies contre la majorité relative. C'est arrivé, Laurent Sénéchal, c'est arrivé. Par exemple, le tout premier texte qui a été présenté par l'exécutif l'été dernier, c'était une loi Covid. Et par exemple, moi j'avais déposé un amendement pour en exclure les mineurs. J'ai gagné avec la majorité. Oui, vous avez trouvé une majorité sur ce point. Et sur ce point et sur d'autres. Mais est-ce que vous pouvez en trouver une davantage ? Néla Latrousse disait il faudrait donc que l'ensemble des oppositions au Parlement s'entendent sur un budget. Est-ce que c'est possible de concilier les mesures de la France Insoumise avec celles, par exemple, de l'orthodoxie budgétaire qui accourt chez les Républicains ? Alors, bien sûr que, d'abord, il faut prendre en compte la Constitution qui donne un pouvoir extrême à l'exécutif en matière budgétaire. L'Assemblée nationale, en Ve République, est extrêmement corsetée. On n'a pas l'initiative budgétaire, on n'a pas le droit, par exemple, nous-mêmes, de présenter un projet de loi budgétaire. On est aussi... Mais vous présentez quand même un contre-budget fin octobre. Oui, bien sûr, car nous voulons absolument donner à voir ce que serait la France gouvernée par la NUPES. Car, figurez-vous qu'on a un tas de bonnes propositions et des choses qui pourraient être effectives déjà, puisqu'on a déjà fait un tas d'amendements en juillet-août lors du projet de loi rectificatif. Je rappelle que actuellement nous sommes dans l'exécution du budget 2022, nous sommes en septembre, il reste encore 3 mois, donc on a discuté en juillet de savoir comment on corrigeait le budget sur les 6 mois qui restaient. Et nous avions fait des propositions simples qui concernaient par exemple la rentrée scolaire. Figurez-vous qu'à l'heure où nous parlons, demain matin, des femmes AESH, qui sont, vous savez, celles qui s'occupent des enfants handicapés dans les écoles, vont aller retourner travailler pour 700 € par mois.
700 € par mois. Et même là-dessus, le gouvernement n'a rien voulu entendre. Donc je pense que s'il y a, dans ce pays, défaut d'ouïe et de capacité de co-construire, comme ils disent, c'est clairement du côté de l'exécutif. Donc si je vous suis bien, dans les propositions que vous ferez au ministre du Budget, alors la revalorisation des salaires, est-ce que vous remettrez aussi la taxation des super-profits, par exemple ? Bien sûr. Tout va dans ce sens, tout plaide en ce sens, le contexte économique, et puis le fait que les mesures, la démarche du gouvernement s'est avérée insuffisante. Je vous prends un exemple. Vous la ferez quoi qu'il arrive, pardon, je vous pose cette question-là, parce que vous l'avez déjà proposé à l'Assemblée nationale, vous allez le reproposer au ministre du Budget. Il y a en parallèle une pétition que vous avez lancée et un référendum d'initiative partagée que propose aussi le Parti socialiste. Mais vous voyez qu'on y tient. Donc vous ferez tout pour qu'elle existe, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais bien sûr, je donne un argument, mais je pense qu'il n'en faut même plus. Je pense que les Français sont entièrement acquis à cette idée. D'ailleurs, un sondage d'Harris Interactive dit bien que 7 Français sur 10 sont pour une taxe sur les super-profits, ce qui prouve bien que si on était dans un système qui soit pas la monarchie présidentielle et qui soit vraiment plus démocratique, il y aurait déjà une taxe sur les super-profits. Donc nous continuons de porter cette idée, et je vous prends un exemple. Nous avons eu les chiffres des bénéfices de la CMA-CGM, vous savez, ce grande entreprise de transport maritime, qui a réalisé sur les 6 premiers mois donc de 2022, presque 15 milliards de bénéfices. Je ne parle pas du chiffre d'affaires, je parle du bénéfice. Et alors, comment sont taxés ces bénéfices? Par une taxe qui a été conçue par les armateurs grecs dont on disait, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la crise de la dette grecque, tout le monde se moquait des Grecs en disant c'est l'évasion fiscale là-bas, c'est un sport national, regardez les armateurs, comment ils ne payent pas d'impôts. Figurez-vous que les armateurs grecs ont quand même convaincu l'Union européenne d'appliquer le système grec à tous les armateurs de l'Union européenne. Résultat, la CMA-CGM ne paye au plan mondial que 2% d'impôts sur les profits absolument faramineux qu'ils réalisent. L'exécutif vous répond, mais CMA-CGM fait un effort pour baisser les transports, et ce sera la philosophie. Si les entreprises font des efforts, il n'y aura pas de taxation. Voilà, et donc c'est formidable, parce que quand demain matin j'irai sur le site web de la CMA pour commander un conteneur de 40 pieds pour acheter mes biens en Asie, ça me fera une belle jambe d'avoir une réduction de 750 € sur mon conteneur. Vous voyez bien. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, le compte n'y est pas. Enfin, là c'est l'exemple absolu. C'est-à-dire, vous voyez bien que la méthode gouvernementale ne marche pas, vu que vous et moi, nous ne consommons pas au quotidien des conteneurs de la CMA-CGM. Vous voyez, donc ça ne suffit pas. Pareil, ils disent, on invite les entreprises à augmenter les salaires. Très bien, moi je suis 100% pour que les salariés de la CMA soient augmentés, et très largement augmentés. Mais vous voyez bien qu'en termes de redistribution des richesses, ça ne suffit pas. Tout le monde le dit de toute façon, que ce soit le FMI, les Nations Unies, tout le monde dit qu'il faut absolument cette taxe sur les super-profits. Et donc, j'invite tout le monde à signer sur le site web taxe-superprofit au pluriel.fr la pétition qui, j'espère, se matérialisera ensuite par un référendum d'initiative partagée. Pour ça, il faut 4 800 000 signatures. Oui, absolument. Vous les obtiendrez? Écoutez, c'est le pari de la démocratie. Si vous ne les obtenez pas, il y aurait tout de même mathématiquement un problème. La gauche a rassemblé plus de 11 millions de voix au premier tour, dont un peu plus de 7,5 pour Jean-Luc Mélenchon. Oui. Donc 4,8 millions de voix, vous devriez les avoir d'un claquement de doigts, j'ai envie de dire. Écoutez, merci pour le claquement de doigts. Vous viendrez nous aider à faire les campagnes sur le terrain pour solliciter les signatures. Mais par exemple, si je m'en réfère à l'expérience qu'on a eue sur le référendum d'initiative partagée d'Aéroports de Paris. Contre la privatisation d'ADP, 1 million seulement de signatures. Voilà, et qui a quand même abouti à une victoire. Je rappelle que ce million a suffi finalement à faire changer d'avis le gouvernement, ce que je note, c'est important, parce que c'est un rapport de force que tout ceci face à un exécutif qui, je le rappelle, est minoritaire dans la société française sur ce sujet et qui se retranche. En tout cas, c'est difficile d'obtenir. Et à l'époque, le gouvernement avait mis en place un site web qui était inutilisable. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On pouvait pas entrer son nom. Enfin, ils ont tout fait pour freiner la chose, car ils ont peur de l'intervention citoyenne, alors qu'ils devraient au contraire la promouvoir. Raquel Garrido, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invitée de France Info. Le Fil Info, 8h41. Voici Diane Ferchit. Bruno Le Maire plaide pour un découplage du prix du gaz de celui de l'électricité dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est dès maintenant qu'il faut agir, déclare le ministre de l'économie, alors que l'Europe s'inquiète pour cet hiver quant à ses stocks de gaz et face à l'envolée des prix de l'énergie. La piste criminelle envisagée par les enquêteurs après l'incendie qui a détruit un lieu de culte musulman provisoire à Rambouillet dans les Yvelines. Une tente de prière en place depuis 13 ans. Des témoins ont vu des hommes prendre la fuite sur une moto dans la nuit de vendredi à samedi. Une bactérie de la Légionnelle à l'origine
l'origine des 4 décès en Argentine. 4 morts en moins d'une semaine, 11 cas au total. La bactérie a entraîné des pneumonies qui intriguaient la communauté médicale. Des contaminations en lien avec une clinique du nord-ouest du pays. Des analyses de l'eau et de l'air sont en cours. La NASA promet un point d'étape la semaine prochaine concernant le lancement de la mission Artemis vers la Lune, annulée pour la 2e fois cette semaine à cause d'une fuite d'hydrogène liquide. Prochaine date possible de décollage, ce sera à partir du 19 septembre. France Info. Le 8-30 France Info, Neil Latrousse, Laurent Sénéchal. Avec toujours Raquel Garrido, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Hier, Jean-Luc Mélenchon, le leader spirituel maintenant, on peut dire, de votre mouvement. Vous allez le sanctifier bientôt. En tout cas, il est plus... Vous êtes incroyable parce que vous avez... je vous dirigeant de la France Insoumise. Mais pendant des mois, des années, vous l'avez diabolisé et maintenant, ça y est, qu'il y a un petit pas de côté. Là, pas moi, Laurent Sénéchal, ni nous, France Info. Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, a eu des mots très durs. Hier, vous parlez de diaboliser. Lui, c'est plutôt l'exécutif et Emmanuel Macron qui l'a diabolisé hier. Il a eu des mots très durs. Écoutez. Quand le président de la République décide qu'il tient toutes ses réunions en Conseil de défense avec des militaires pour discuter de questions qui n'ont rien à voir avec les questions militaires, les épidémies, l'énergie, pourquoi il fait ça? Parce que c'est le seul moyen qu'il a, quand il décide quelque chose dans le Conseil de défense, que plus jamais aucun citoyen ou groupement de citoyens ne puisse le traduire devant la haute cour de justice parce qu'ils auront pris des décisions nuisibles aux gens. Voilà pourquoi il le fait, et seulement pour ça. Il ne va pas un peu trop loin, Jean-Luc Mélenchon, quand il dit que c'est pour échapper à la haute cour de justice qu'Emmanuel Macron organiserait des conseils de défense, en l'occurrence énergétique, la semaine dernière? Pourquoi alors contourne-t-il ainsi la Constitution, le président de la République? L'article 20 de la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Il y a un organe qui s'appelle le Conseil de ministres, dont les délibérations sont publiques, dont il y a des comptes rendus. Pourquoi absolument vouloir faire les choses en secret? Le secret n'est pas un point positif en démocratie. La démocratie commande de la délibération, de la transparence. Et la monarchie présidentielle... C'est une violation de la Constitution, c'est ce que vous dites, c'est clairement un abus de pouvoir par rapport aux prérogatives du Premier ministre. La Première ministre ne devrait pas accepter la tenue du Conseil de défense pour ces motifs-là. Elle doit se défendre. Elle doit défendre ses propres prérogatives. Mais vous voyez bien qu'on est dans le gouvernement dit il y a des sujets de défense précisément parce que c'est la guerre en Ukraine, etc. Vous n'y croyez pas? La bandeau. Parce qu'il s'agit bien quand même de choisir des stratégies, par exemple, d'utilisation de l'énergie par les habitants. Donc, en bout de course, il faut bien dire aux gens ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ils ont fait une conférence de presse avec Madame Pannier-Runacher derrière pour donner un compte-rendu. Donc, c'est absurde. Il n'y a pas des éléments de secret défense, tout de même, des éléments sur les stockages, etc., des données sensibles? Écoutez, je trouve que cette façon de mettre en scène la France comme étant l'un des belligérants au conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est vraiment d'abord faux du point de vue géopolitique et deuxièmement, cela prive les Français d'espaces qui sont au demeurant assez restreints en monarchie présidentielle pour avoir une incidence. Je le dis très clairement, institutionnel. Je remarque que la France aujourd'hui a un équilibre des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif qui est plus intéressant que la mandature antérieure, mais au bout du bout, on touche au dur, c'est-à-dire on touche à la question du rôle du président de la République. Et moi, je le dis tout net, ce déséquilibre institutionnel commande que nous nous posions désormais la question de savoir en France, enfin, faut-il encore un président de la République? Et je le dis de façon très claire pour que ce soit ça le sujet de discussion. Faut-il encore un président de la République en France? Quand vous voyez que le président s'appuie sur ce Conseil de défense qui n'a d'autres conséquences que de bordéliser, pardonnez-moi, le langage un peu cru, le travail de l'exécutif. Rappelez-vous sur le Covid. Jean-Luc Mélenchon parle même de dérive autoritaire, mais là encore, les mots ne sont pas trop forts. Il parle presque d'une dérive vers une dictature. Non, on n'est pas en dictature. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais moi je suis chilienne, mes parents ont fui la dictature du Chili, ma mère était enceinte, en prison, enceinte de moi, donc je sais faire la différence entre une dictature et ce qu'il en est une et ce qui n'en est pas. Nous ne sommes pas du tout en dictature en France, c'est évident. Mais nous sommes dans un régime oligarchique, c'est-à-dire où il y a une très forte concentration du pouvoir et des richesses entre les mains d'un petit groupe de personnes qui est servi par une figure
le président de la République qui a des pouvoirs exorbitants, par exemple le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est qui est un pouvoir exorbitant pour une personne qui ne rend pas compte au peuple de sa gouvernance. Ce qui n'existe dans aucun autre pays démocratique du monde. Dans la plupart des pays démocratiques, les personnes qui exercent du pouvoir de gouvernement en rendent compte au minimum devant l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas du président de la République tel qu'il a été conçu en 1958. Et je rappelle, Raquel Garrido, que votre propos fait aussi écho à votre volonté de réformer la Constitution, de passer à une 6e République qui faisait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon. Je pense, Néa Latrousse, que la question du passage pacifique à un régime plus démocratique, c'est-à-dire dans lequel qui permet en fait l'émanation de la souveraineté populaire, est à l'ordre du jour. Car si nous n'obtenons pas une voie pacifique pour passer à la 6e République à travers une constituante, à l'instar par exemple de ce qui se fait aujourd'hui au Chili, alors vous aurez un risque de changement violent. C'est vous qui êtes les radicaux, dit ce matin Bernard Cazeneuve dans le JDD, l'ancien Premier ministre socialiste qui a quitté le PS. 400 personnes soutiennent d'ailleurs son texte. Je vous parle d'opposition radicale. Vous êtes un parti radical ? Écoutez, pardon, mais Bernard Cazeneuve, je sens en venir en moi quelque chose un peu de blagueur vis-à-vis de lui, donc je me retiens. Je pense que cette mouvance qui a créé Hollande, qui a créé Macron, qui a créé Manuel Valls, ils ont été balayés dans les urnes. Donc je propose qu'on les laisse là où ils sont. S'ils ont envie, il a le droit au chapitre, mais à la mesure de sa puissance, qui est très faible. Nous, par exemple, la France Insoumise et la NUPES, nous avons fait une démonstration de force. Nous avons travaillé jusqu'au 7 août, jour et nuit à l'Assemblée nationale. Nous avons repris nos travaux aux amphis d'été le 23 août. Donc ça va, on n'a pas eu beaucoup de vacances, mais en même temps, on n'a pas perdu le rythme. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer le travail. Et vous donnez justement rendez-vous à vos partisans, à vos électeurs, en octobre pour une marche organisée à Paris. Quel en sera le mot d'ordre et ce sera quand en fait, même octobre, c'est... La prochaine réunion unitaire de co-construction, puisque c'est le terme à la mode, de cette initiative de mobilisation populaire, c'est le 12 septembre. C'est à cette date-là. Là, vous allez décider de la date. De la date, d'accord. Bien sûr. Et du mot d'ordre ? Pardon ? Et du mot d'ordre aussi ? Non, le mot d'ordre, on le connaît. Il y a déjà eu d'ailleurs une expression commune des syndicats, des associations et des partis politiques qui sont à l'initiative. Mais vous marchez pas sur la plate-bande des syndicats, justement, en appelant une marche contre la vie chère. C'est pas le rôle plutôt des syndicats ? Non, sinon ça veut dire qu'il faudrait enlever de nos programmes politiques tout ce qui a trait à la redistribution des richesses. Non, je pense que chacun, a un rôle à jouer qui ne s'oppose pas, qui est complémentaire. Mais moi, je dirais même plus que l'heure est venue pour les syndicats d'aller plus loin que la question de la vie chère et de la redistribution des richesses. Le syndicalisme, comme le mouvement associatif, en fait, tous les contre-pouvoirs dans la société sont face à ce blocage qu'incarné par la monarchie présidentielle. Donc, moi, je plaide pour que dans les mots d'ordre, il y ait la question sociale, les questions environnementales qui sont tout à fait liées. On le voit sur la question énergétique ou la question de l'eau, mais aussi les questions démocratiques. Il faut que les syndicats, les associations prennent à bras le corps la question de savoir quel modèle institutionnel démocratique voulons-nous. Regardons le Chili, encore une fois, ce qui s'y passe est absolument extraordinaire. C'est toute la population, tout le mouvement populaire qui, dans la rue, a revendiqué cette assemblée constituante en même temps et comme un moyen d'obtenir, par exemple, la fin des retraites par capitalisation ou pour obtenir une éducation public de qualité pour tous. Vous espérez combien de monde dans la rue pour cette marche ? Jean-Luc Mélenchon a appelé tout le monde à converger à Paris à cette date-là. Oui, Jean-Luc Mélenchon fait le pari de la mobilisation populaire. Dans le temps, il avait parlé d'1 million de Français qui allaient faire sur les Champs-Élysées. Je ne suis pas Madame Irma, donc je ne vais pas vous dire combien on sera. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons le travail de mobilisation. Nous le faisons. Et si j'écoute bien ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier à Lille, dans lequel d'ailleurs sa popularité ne se dément pas. Vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup de monde à la braderie de Lille pour l'écouter. Mais il fait le pari de la jeunesse, il fait le pari de la mobilisation, il fait le pari de l'intelligence des Français. Et ça nous aide, nous les députés. Parce que justement, il y a une dynamique qui se fait entre les deux. Plus il y aura de gens dans la rue, plus on aura des succès à l'Assemblée. Et plus nous serons audibles à l'Assemblée nationale, plus on aura confiance aux gens dans la rue. Aura lieu cette marche contre la vie chère, ce sera le mois prochain. En octobre. Merci beaucoup. Merci Raquel Garrido, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Le fil info.